Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Hein, mettez-moi un petit mot dans le chat, comme ça je le verrai au passage. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mise à jour, et en particulier de mise à jour dans l'embarqué évidemment, mais de processus de mise à jour. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un sujet que je vois revenir régulièrement dans les différents projets que je gère. Donc je vais commencer par me présenter rapidement. Donc je m'appelle Jérémy, je suis responsable du pôle expertise chez Smile ECS. Donc déjà je vais parler un peu de moi. Je suis utilisateur de Linux depuis le collège, je crois. On m'a mis une Slackware entre les mains à l'époque. J'ai commencé à jouer sur un 486 que j'ai récupéré je ne sais plus où, et j'ai pas lâché le morceau depuis. Du coup, je vérifie juste si la vidéo est bon. Donc j'ai jamais vraiment lâché le morceau depuis. Petit à petit, je me suis mis dans de l'open source sur d'autres projets. En particulier, je suis plus trop actif, mais j'ai été très actif dans les projets Battle for Westnos, jeu de stratégie tour par tour entièrement open source qui était extrêmement intéressant. Si vous voulez jouer, si vous aimez ce genre de jeu, n'hésitez pas à le voir. Et Darktable, qui est un équivalent open source de Lightroom, donc traitement de photos numériques avec des grosses composantes, traitement d'images également assez intéressant. Et j'ai fait toute ma carrière dans l'embarqué open source, donc dans différentes boîtes qui n'étaient pas elles-mêmes de l'open source, avant de finir d'abord chez OpenWide, puis chez Smile ECS. Donc chez Smile ECS, on a un pôle expertise où on a un certain nombre de personnes qui sont très calées dans les différentes technos qui couvrent ce que fait l'open source. Donc, un petit mot sur Smile ECS, je ne vais pas aller trop loin sur Smile parce que Smile vous sera présenté sans doute plein de fois dans plein d'autres talks ici. Je vais vraiment me concentrer sur ECS et pourquoi c'est important pour ce talk. Donc Smile ECS, on est la branche embarquée de Smile. On est à peu près 80 personnes et on a un pôle d'expertise où on est un peu plus d'une dizaine d'experts pour couvrir toutes les technos dont on peut avoir besoin à un moment ou à un autre de façon très pointue dans le développement embarqué. Donc ça va évidemment le kernel, Yocto, Buildroot, du Qt, AOSP. Maintenant on a des gens qui connaissent très très bien le LoRa. On s'arrête au hardware, même si on a beaucoup l'habitude de travailler avec des gens du hardware, nous ne faisons pas le hardware nous-mêmes. Et on est répartis sur 4 sites. Quand je fais le compte, donc moi je suis responsable du pôle expertise, je suis moi-même un expert sur un certain nombre de sujets, mais je suis responsable du pôle expertise, et du coup j'ai comment dirais-je, je vois passer à peu près tous les projets que traite Smile, et ça fait une 50aine de projets Linux embarqués par an, principalement ceux qui ont des problèmes, mais fondamentalement je les vois un petit peu tous, et du coup je commence à la fois parce que je suis sur ce poste-là depuis un certain nombre d'années et parce qu'on a beaucoup de projets, à avoir une vue statistique des problèmes qu'on a dans l'embarqué. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes que je vois régulièrement revenir sur de nombreux projets, alors avec des variantes du truc. On pourrait faire des talks complets sur les problèmes du type BSP mal maintenu ou pas mis à jour par les fabricants de hardware. C'est un grand classique qui nous revient régulièrement dans les dents. Hardware propriétaire, enfin, on peut en parler. Là, aujourd'hui, c'est pas tellement ces sujets-là. Ce que je veux dire par là, c'est que j'essaye d'avoir un peu de recul sur les trucs qui nous bloquent, les trucs où quand on va faire un développement d'un projet embarqué pour nos clients, on va retomber sur les mêmes. On va retomber sur les mêmes problèmes qui vont revenir régulièrement. Alors des fois, il y en a, on peut les anticiper. Et en particulier, là, je voudrais parler de la mise à jour et des questions que je me retrouve à chaque fois à poser à mes clients pour l'aider à définir sa stratégie. Donc ça va toujours être des questions, pas des réponses. C'est-à-dire que la réponse, elle va vraiment dépendre de vos projets, elle va dépendre du projet client, donc il va falloir systématiquement l'adapter et donc systématiquement y réfléchir, et c'est ça qui est intéressant.
Donc déjà, un petit point sur les systèmes de mise à jour dans l'embarqué d'un point de vue philosophique, d'accord. Donc comme je disais, moi je suis sur ce poste ou une variante de ce poste-là depuis à peu près 2012, donc j'ai vu les choses pas mal évoluer. Quand je suis arrivé sur ce poste, nous, les techos, les gens du logiciel, on avait cet instinct de dire à nos clients, il vous faut un système de mise à jour. Vous avez besoin d'être capable de mettre à jour votre soft, vous ne pouvez pas juste le larguer dans la nature et l'oublier. Et la plupart des clients nous disaient non. Régulièrement, on avait des clients qui nous disaient non, mais un système de mise à jour, on n'en a jamais eu besoin, c'est trop cher, vous inquiétez pas, on est un petit truc, personne n'attaquera jamais notre produit, ce genre de choses, je les ai beaucoup entendues. D'accord ? Je suis content de dire que je ne les entends plus. Ça, c'est quelque chose que je n'entends que dans l'embarqué, enfin, mes différents clients, quand on leur dit, quand on leur parle de système de mise à jour, souvent, c'est pas juste qu'ils sont OK avec l'idée d'avoir un système de mise à jour, souvent, ils l'ont demandé avant qu'on en parle. Hein, ça fait maintenant régulièrement partie du cahier des charges, et souvent, quand ça ne fait pas partie du cahier des charges, c'est pour une raison ou une autre, il n'y a véritablement pas besoin d'un système de mise à jour sur le produit. C'est un cas qui arrive. Donc, de nos jours, l'idée qu'un système embarqué doive avoir un système de mise à jour est rentré dans les mœurs. Voilà. Vous allez normalement plus avoir besoin de sortir des arguments de pourquoi c'est important, convaincre le client, etc. Par contre, là où on n'est pas encore, on est loin d'être idéal dans le monde de l'embarqué, c'est pas sur le fait d'avoir un système de mise à jour, c'est sur le fait de s'en servir. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de produits où mes clients, on leur a fait un système de mise à jour dont on est satisfait, nous, techniquement. Le système fonctionne, il fait bien des mises à jour, il envoie bien tout, c'est signé, il y a de la gestion de certificats, il y a tout ce qu'il faut. On a fait les choses proprement. Et en même temps, quand on livre, on connaît le client, ça fait quelques mois qu'on le fréquente, qu'on lui parle, qu'on voit comment il fonctionne. Et on se dit, c'est bien d'avoir mis un système de mise à jour, mais ils ne s'en serviront jamais. C'est-à-dire qu'on dit, ce client-là, on a essayé de le former pour qu'il soit capable de faire du suivi de vulnérabilité, un petit peu, peut-être, qu'il soit capable de régénérer les images pour le produit et éventuellement de faire une mise à jour. On se dit en même temps, mais le jour où, pour une raison X, Y, Z, les recettes qu'on a mis en place sous Yocto compile plus parce qu'une nouvelle version du soft a besoin d'une nouvelle dépendance et il faut toucher 2 lignes dans la recette, on sait que le client ne sera pas capable de faire ça. D'accord ? Donc pour moi, la prochaine évolution en termes de sécurité informatique, enfin de sécurité dans l'embarqué et de mise à jour, c'est de réussir à faire prendre en main au client final notre savoir-faire de développement, d'une certaine façon, alors pas forcément être capable de développer tout, mais au moins que le client ait les outils en main et les grandes lignes pour pouvoir faire une politique de gestion de mise à jour, pouvoir faire une mise à jour, pas juste pousser du binaire vers la cible, mais fabriquer le binaire qu'on va pousser vers la cible, décider à quel moment on va générer des nouveaux binaires, et le sujet que je veux discuter aujourd'hui, c'est véritablement cette idée qu'on va mettre en place la vie du produit sur toute la vie du produit et pas arrêter ça le jour où on a livré le soft pour la version 1.0 qui sera flashé en usine. Il faut aller plus loin, il faut maintenir nos logiciels et c'est cette maintenance qui va être notre sujet du jour. Donc, notre système de mise à jour, donc comme j'ai dit, on va se poser des questions dessus. On va se poser des questions sur comment on s'en sert. L'utilisation du logiciel, comment dirais-je, l'appli métier, l'interface graphique ou les données que votre logiciel remonte sont pas des choses qui vont normalement, qu'on va planifier de faire évoluer au cours du temps. C'est quelque chose qui est à peu près constant. Par contre, lorsque vous commencez à réfléchir à votre système de mise à jour et son utilisation, pas juste dire on va pousser des binaires sur notre produit, mais véritablement quand, comment, pourquoi, par qui, etc., etc., ça va être votre, comment dirais-je, votre fil blanc, votre guide
sur toute les réflexions que vous allez avoir sur la maintenance long terme de votre produit. Qui utilise le produit, d'accord? Pourquoi, quand, comment? Votre système de mise à jour, il y a certains systèmes de mise à jour qu'on ne peut pas utiliser n'importe quand. Un système de mise à jour sur un produit qui est critique et qui n'a pas le droit de s'arrêter, et que après une mise à jour, vous allez devoir mettre votre système en mode urgence absolue, le temps de rebooter sur la nouvelle version, ça ne se traite pas pareil qu'un système qui peut être éteint n'importe quand et n'importe comment, parce que s'il est hors HS pendant 10 minutes, personne s'en apercevra. Et ça ne se traite pas de la même façon non plus qu'un système comme je sais pas moi, une caisse enregistreuse de restaurant, où vous ne pouvez pas faire une mise à jour à l'heure de pointe. Par contre, si jamais, au moment d'éteindre la caisse enregistreuse, la caisse enregistreuse, elle prend 2-3 minutes de plus à s'éteindre parce qu'elle est en train d'écrire comme une folle sur son disque dur pour préparer un reboot à la façon dont Windows vous empêche de s'éteindre quand il est en train de faire des mises à jour, c'est peut-être la bonne solution. Donc, on voit juste avec ces petits exemples que qui utilise le produit, pourquoi, quand et comment, c'est quelque chose qui va devoir vous guider sur votre système de mise à jour, et donc quelque chose qu'il faut mettre, ou dans le cas de Smile, qu'il faut faire mettre dans les spécifications produits par le client. D'accord ? Question extrêmement importante, qui se sert du produit, pourquoi ? Alors généralement, c'est des choses qu'on discute avec le client, souvent en phase d'avant-vente plus qu'en phase de spécification, malheureusement, mais c'est souvent des choses qui sont très difficiles à faire mettre par écrit au client, parce que nous, du métier informatique, on ne sait pas trop quelles questions poser. Hein. Moi, quand j'ai sur certains produits où on a fait, je sais pas moi, des camions à ordures connectés, on a découvert le métier, on ne connaissait pas. Donc du coup, on a posé des tas de questions, mais des questions, on ne savait pas quelles questions. On découvrait au fur et à mesure les questions à poser. Pour le client, c'est aussi très difficile d'écrire comment son produit va être utilisé, parce que pour lui, c'est des évidences. Tout le monde sait comment marche une gare de triage de train, n'est-ce pas? C'est pas la peine de l'écrire. C'est des évidences. Oui, enfin, c'est des évidences quand on traîne dans le métier, et à nouveau, le client, il traîne dans le métier, nous, on ne traîne pas dans le métier. Donc, c'est un effort à faire, et c'est un effort de rédaction qu'il faut pousser votre client à faire. Alors, sur ma deuxième ligne, je dis comment accéder au produit une fois qu'il est chez le client. Bon, une fois qu'il est chez le client final, c'est-à-dire une fois qu'il va être distribué. Donc ça, c'est une particularité de l'embarqué qui est très importante, et c'est quelque chose qui nous freine dans notre gestion de la sécurité dans l'embarqué. C'est-à-dire que la sécurité informatique en général est quelque chose qui a été extrêmement tiré on va dire cette dernière décennie par le cas d'usage du web, c'est-à-dire protéger le navigateur web des sites malveillants et protéger les serveurs des attaques informatiques. D'accord ? Et il y a énormément de très très bonnes habitudes qui viennent de ce monde-là et que nous, on peut récupérer gratuitement, et c'est génial, mais ça veut dire aussi que certaines zones de nos use cases n'ont jamais véritablement été explorées, je dirais, par le milieu de la sécurité. Et un des aspects où cette différence se sent, c'est l'accès aux produits. Nos produits, où sont-ils ? Comment est-ce qu'on y accède ? Comment est-ce qu'on peut s'y connecter ? Nos produits, ils sont tout seuls. Hein. Un serveur dans un data center, on peut l'éteindre, il est redondé. On peut le débrancher. Nous, on ne peut pas faire ça. On est déjà content quand on arrive à pousser des octets sur notre machine et quand on peut l'avoir, parce qu'il y a des choses qui sont totalement inaccessibles. Donc il y a un vrai problème et une vraie, comment dirais-je, chacun de nous dans le monde de l'embarqué, on est en train de réinventer ces aspects-là de la sécurité parce que les bonnes pratiques n'ont pas encore été, comment dirais-je, condensées dans notre milieu. On n'est pas tous d'accord sur comment faire et donc du coup on réinvente. Et enfin, une grosse question aussi, c'est que nos produits ont, pour la plupart dans l'embarqué, des très grandes durées de vie, voire des très 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 grandes durées de vie. D'accord ? On a des produits dans l'embarqué qui durent 10 ans. 10 ans, c'est le plus long que vous aurez pour des long-term support sur des distributions Linux. On a des produits qui ont 20 ans.
On a des produits qui ont 30 ans. Il n'y a pas si longtemps que ça, chez ECS, on a eu à retravailler, bon, il y a quelques années quand même, on nous a demandé de retravailler sur des logiciels pour ajouter le support perdu du bus ISA. Hein, c'était pas des produits Linux, c'était des produits embarqués qui dataient d'avant Linux. D'accord ? C'est des choses qui peuvent arriver dans le monde de l'embarqué, et du coup, on a des vraies questions sur la vie de notre soft et la vie de notre soft à très long terme, à des échelles extrêmement grandes, et c'est au concepteur du produit, au product owner, pour prendre le terme agile qui se prête bien en l'occurrence, de répondre à ces questions. Pas aux développeurs, pas aux services développement, et surtout pas aux sous-traitants spécialisés dans l'informatique embarquée, et pas du tout dans le métier du client. C'est un problème de métier du client. D'accord ? Donc, il nous faut des systèmes de mise à jour, et il nous faut des systèmes de mise à jour adaptés. Donc, à quoi ça sert un système de mise à jour ? Pourquoi on veut un système de mise à jour ? Donc, il y a des réponses évidentes, mais je pense qu'on gagne tous à, de temps en temps, les remettre par écrit. Donc voilà, là, je vous ai fait un slide qui va vous servir à vendre un système de mise à jour à votre chef, à votre client ou la personne qui va devoir payer pour. Donc, en gros, il y a le bâton, c'est-à-dire se protéger contre des menaces, hein, et les carottes, c'est-à-dire qu'il y a une vraie valeur ajoutée à avoir un système de mise à jour. C'est pas juste pour se protéger contre des failles de sécurité. D'accord. Donc le bâton, déjà, il faut faire comprendre aux gens qui sont pas dans le milieu du logiciel, hein, souvent nos clients, que leur produit sera attaqué. C'est pas une question de est-ce que, c'est pas une question de probabilité, c'est une certitude. On ne sait pas par quel moyen, mais il est indispensable de partir du principe que le produit sera attaqué. D'accord ? La deuxième réalité, c'est que le produit aura des failles de sécurité. Souvent, quand je commence à dire qu'il y aura des failles de sécurité et qu'il va falloir faire des mises à jour, j'ai le client qui me sourit et qui me regarde du coin de l'œil en me disant « Non, mais vous codez bien, vous n'allez pas laisser de bugs. » Bah si, on code bien, mais on va laisser des bugs, parce qu'il y a toujours des bugs. En plus de ça, une faille de sécurité, souvent, c'est quelque chose de très subtil. On n'a pas de méthode qui nous permette de toutes les capturer, sinon ça se saurait. D'accord ? Donc, entre le code que je produis qui n'est pas parfait, entre les composants que je récupère sur Internet, le kernel Linux, la libc, les systèmes de build, les différentes dépendances, les morceaux entiers qu'on récupère, open source qu'on récupère, qui nous permettent de réduire un temps de développement qui devrait prendre des années en mois. Hein, je pense à un truc hyper complexe comme un GStreamer, qui est absolument formidable. Tout ça, c'est de la surface de sécurité, donc il y aura des failles. D'accord ? Et même en admettant, ce qui à nouveau n'est pas vrai, mais en admettant qu'il n'y ait pas de faille, bah, les algorithmes, ils évoluent. Là, même si je vous mets un algorithme de chiffrement top of the line, la toute dernière version de SSL, tout ce que vous voulez, mon produit, s'il reste 10 ans dans la nature, s'il reste 20 ans dans la nature, eh ben vous allez vous retrouver dans cette situation géniale où les outils dans 20 ans seront incapables de se connecter à votre produit parce que tous les algorithmes de chiffrement proposés par votre produit seront refusés par le browser web à l'autre bout parce que trop vieux. Et c'est pas inventé. Celui-là, je l'ai vécu. D'accord ? Donc, les algorithmes évoluent et les certificats se périment. Même en supposant que les algorithmes n'évoluent pas, vous allez vous retrouver à avoir des certificats à mettre à jour parce que certains vont être évoqués, des nouveaux vont arriver. On est sur des échelles de temps que la sécurité orientée web dont je parlais tout à l'heure n'a pas prévu de gérer. D'accord ? On n'est pas là pour. Le web est prévu. La sécurité du web est orientée sur le fait qu'on est connecté, qu'on est sur Internet. Donc les choses peuvent se remettre à jour facilement par rapport au cas qu'on rencontre nous, et sur le fait que les choses restent pas trop longtemps. Bon, ça c'est un peu discutable dans la pratique, mais dans la théorie, c'est un peu comme ça que ça se fait. Donc, nous, si on n'a pas un système qui va nous permettre de mettre à jour le produit, à un moment, il va cesser de fonctionner à cause du logiciel. C'est pas juste le logiciel, on le met, on n'y touche plus et ça marche toujours parce que il n'y a pas de nouveaux bugs qui peuvent arriver si on touche pas au soft. Les certificats, ça se périme et donc les produits, ça cesse de fonctionner. Ça, c'est le bâton. Et ce qui est presque plus intéressant, quelque part, c'est le côté carotte. D'accord ?
C'est-à-dire que avoir un système de mise à jour, ça va nous permettre de faire des choses qu'on peut pas faire sans, d'accord? Ça va être l'idée de pouvoir faire évoluer les fonctionnalités des produits que vous avez vendus au cours du temps. Alors, après, il y a des modèles comment dirais-je, de vente de produits. Vous pouvez faire payer les nouvelles fonctionnalités ou pas, mais ça, c'est loin au-delà de ce dont je discutais ici. Mais vous pouvez le faire, d'accord? Et ça a un certain nombre d'avantages, que ce soit l'idée de pouvoir avoir des fonctionnalités optionnelles activables. Alors, le concept à la mode en ce moment, c'est de parler de store, à la Play Store. Donc, il y a plusieurs frameworks qui vous permettent de faire ça. Ça vous permet de fidéliser les clients. Ça vous permet de couper l'herbe sous le pied de vos concurrents. Si un concurrent sort une nouvelle fonctionnalité et que vous, un mois après, vous la donnez gratuitement à vos clients lors d'une mise à jour, vous empêchez le concurrent de vendre son nouveau produit. Et enfin, quelque chose qui est extrêmement bien d'un point de vue robustesse, c'est le développement par phase. D'accord? Alors, c'est à première vue, ça paraît une mauvaise idée, mais en fait, l'idée, c'est si on n'a pas de système de mise à jour, le produit tel que vous le sortez, c'est le produit tel qu'il sera définitivement. D'accord? Ça veut dire que le jour où le produit sort, toutes les fonctionnalités doivent être prêtes. D'accord. Et ça a un effet extrêmement néfaste sur le développement logiciel. Parce que, faut pas se mentir, le développement logiciel, c'est difficile, il y a des imprévus, il y a des retards, et du coup, on se retrouve souvent à devoir rusher des fonctionnalités quand on n'est pas prêt. De devoir livrer des trucs pas totalement débuggés, pas mûrs, pas au point, enfin... On va pas aller dans les détails parce que, à nouveau, c'est pas quelque chose que je veux aborder ici, mais fondamentalement, avoir la possibilité de dire cette fonctionnalité, je peux la descoper de mon produit parce que je pourrais la remettre plus tard avec une mise à jour, c'est un confort énorme. D'accord ? Ça permet de se concentrer, si nécessaire, sur votre minimum value product, le périmètre minimum dont le produit a besoin d'être fonctionnel, sans pour autant tuer votre produit en termes d'intérêt commercial, parce que les autres fonctionnalités, vous pourrez les remettre après. Et c'est quelque chose qui, en plus de ça, a tendance à être crédible aux yeux des clients, parce que ça veut dire que votre produit, il est vivant, il progresse. Et ça, c'est généralement très apprécié des utilisateurs. Alors, juste que j'arrête de m'en mêler dans mes slides. Voilà. Petit retour sur cette notion de vie d'un produit. Les mises à jour, ça se passe pas toujours pareil. Donc là, j'ai mis quelques scénarios que j'ai tous rencontrés dans la vraie vie pour un petit peu montrer cette variabilité de la vie d'un produit. J'ai eu des produits où on n'avait pas mis de système de mise à jour, tout bêtement parce que le produit revenait en usine. Bon, alors c'était pas le cas en l'occurrence, mais imaginez un matériel aéronautique qu'on installe dans un avion. Est-ce qu'on a besoin de mettre un système de mise à jour sur un produit embarqué dans un avion? Généralement non. Généralement non. Alors bon, il y a toujours des cas particuliers, mais généralement non. Pourquoi? Parce que le jour où on a besoin de faire une mise à jour sur un produit qui est installé dans un avion, c'est lors du retour en usine de l'avion. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le calculateur à mettre à jour et on le remplace par un nouveau calculateur qui est la mise à jour logicielle. Et l'ancien calculateur, qu'est-ce qu'on fait? On le met sur un banc et on le réinstalle. Donc pas de système de mise à jour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mise à jour, mais fondamentalement pas de système de mise à jour. J'ai certains de mes produits où les mises à jour devaient toujours être faites par des techniciens. Techniciens agréés, avec un PC de maintenance, des outils qui vont bien, enfin pas n'importe qui. Là déjà, on a moins de liberté que sur le retour usine, c'est moins simple à gérer, on va dire, mais on est encore dans un environnement relativement contrôlé avec une procédure de mise à jour où on peut donner des outils avancés aux techniciens. Si nécessaire, le technicien peut avoir quelques spares pour faire du remplacement matériel ou faire une réinstallation complète. Enfin, on a une personne compétente et on a des roues de secours si la mise à jour ne fonctionne pas qui sont très intéressants. J'ai eu des cas où on avait un produit qui était déployé, où on n'avait pas de technicien, donc pas de personne technique pour faire la mise à jour, mais on avait des utilisateurs connus et joignables. Donc ça voulait dire que si une mise à jour se passait mal, on avait la possibilité d'appeler la personne
Alors déjà, on savait que la mise à jour se passait mal parce que l'objet ne reconnectait pas à son serveur, mais on pouvait appeler la personne, lui dire « vous avez un problème, prenez une clé USB, mettez les fichiers XYZ sur la clé USB, vous branchez sur le produit, vous appuyez sur 3 boutons, vous débranchez, vous rebranchez, et ça réinstallait entièrement le produit. » Alors la clé USB sur laquelle il mettait 3 fichiers, les 3 fichiers c'était un kernel Linux et un initRD. Mais bon, ça c'est des détails techniques. Mais on avait cette possibilité de voir l'utilisateur. Après, on a les produits, on ne sait pas où ils sont. Ils ont été, je ne sais pas moi, vendus en supermarché, donc on ne sait pas où ils sont, mais ils se connectent. Donc, on a un certain suivi, on va avoir du device management, une possibilité de savoir où ils sont, quand ils se connectent, s'ils sont là, s'ils sont à jour, etc. Mais si le device est, si on a un 2, 3, 4, si on a un échec de l'installation, le device va devoir se débrouiller tout seul, d'accord? Et ça, c'est une des grosses différences de philosophie de la mise à jour entre le monde de l'embarqué et le monde du data center ou le monde du PC bureautique. C'est qu'il n'y a pas d'être humain pour aider si ça marche pas, d'accord? Donc c'est pas juste qu'un objet embarqué n'a pas d'administrateur s'il y a un problème, c'est que l'objet embarqué doit être son propre administrateur. Vous devez programmer un administrateur dans le système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre système, si vous faites une mise à jour et qu'une mise à jour foire sur votre PC de bureau, vous allez réinstaller votre PC de bureau. Bon, de nos jours, ça arrive rarement, mais mettons. Et ben, si votre device, il fait une mise à jour et que la mise à jour foire, votre device, il doit se réinstaller tout seul. C'est exactement la même tâche, sauf qu'on doit l'automatiser. Et ça demande des réflexions assez complexes à partir du moment où on n'est plus dans une situation où, en cas d'urgence, on peut faire intervenir quelqu'un. Voilà. Après, j'ai quelques autres cas que j'en profite pour détailler. Donc, les produits physiquement inaccessibles, parce que ils sont dans des faux plafonds, parce que j'ai eu un cas une fois de device coulé dans du béton, donc c'est totalement inaccessible. Tout ça, ça vous complique les choses. Il n'y a pas de port USB, vous pouvez rien faire. D'accord ? On a les cas de mise à jour sur des produits non connectés, donc où vous devez physiquement intervenir pour faire la mise à jour, ou bien une mise à jour, c'est un rappel produit. Ça, c'est aussi des choses que j'ai vécues. C'est pas drôle de devoir faire un rappel produit à cause d'un bug. C'est des choses qu'il faut voir. Et après, vous avez tous les cas des produits qu'on ne peut pas contacter ou qui se contactent très rarement. Les produits perdus. Le produit, il a été débranché il y a 5 ans. Par hasard, quelqu'un le rallume un jour. Il a 5 ans de retard sur ses mises à jour. Il faut que les mises à jour se fassent. On a les mises à jour opportunistes. Je me rappelle d'un produit une fois qu'on avait mis sur des bus qui faisait des mises à jour sur le Wi-Fi quand le bus arrivait au dépôt. Oui, mais quand le bus arrive au dépôt, il se rapproche du dépôt, le conducteur il gare son bus et ensuite il coupe le contact. Donc on avait une mise à jour qu'on téléchargeait par petits bouts sur une durée d'à peu près 1 semaine, et à chaque fois, entre le moment où le bus se rapprochait suffisamment du dépôt pour choper le Wi-Fi et le moment où on coupait le contact. Voilà. Donc tout ça pour dire, les circonstances de mise à jour, la façon dont le produit est utilisé, tout ça, c'est des choses qu'il va falloir mettre par écrit dans les specs, parce que ça a vraiment une influence sur la façon dont le produit est mis à jour. Et souvent, quand les clients viennent nous voir et disent « vous faites un système de mise à jour » et qu'on leur dit « ouais, mais quoi, comment, dans quelles circonstances ?» Et ils nous disent, et j'ai régulièrement eu des clients qui m'ont ressorti « vous avez l'habitude, vous faites comme d'habitude, c'est un système de mise à jour, vous savez faire des systèmes de mise à jour. » Oui, je sais faire des systèmes de mise à jour, mais il faut bien comprendre que là, on est en train de faire le vôtre, et le vôtre, c'est pas le même. Je ne connais rien à votre métier, mais je peux déjà vous dire que le vôtre, c'est pas le même. Voilà. Donc, on a un système de mise à jour, on sait quand faire nos mises à jour, on sait pourquoi on fait nos mises à jour. Question suivante, quand est-ce que je fais une mise à jour? Donc, la mise à jour, quand on interroge les clients naïvement ou semi-naïvement et qu'on leur demande de décrire comment ils imaginent les mises à jour, on va avoir quelque chose qui ressemble un peu à ce que j'ai écrit ici, d'accord? Donc, ça commence toujours par une faille de sécurité. Donc, une faille de sécurité a été annoncée, il va falloir faire la mise à jour. Donc, on va commencer par tester sur notre produit pour voir si notre produit est affecté par la faille de sécurité. Normal.
D'accord. Si notre produit est affecté, dans ce cas-là, on va aller chercher le correctif pour la faille de sécurité, le rajouter à notre système de build, générer une nouvelle image pour notre produit, retester notre produit avec la nouvelle image, et une fois qu'on est satisfait, on va mettre ça sur notre serveur de mise à jour et on va laisser les produits se mettre à jour. Donc, rien de bien compliqué finalement. Quand il y a une faille de sécurité, on récupère le correctif qui a été publié par les gens qui savent faire, on le met en ligne via une nouvelle génération, c'est réglé. Et ce qui est assez amusant, c'est que quand vous interrogez des gens qui viennent pas du monde du logiciel et que vous leur demandez à votre avis ce processus, vous allez le faire combien de fois, ils vont vous répondre 2 à 3 fois dans la vie du produit. Voilà. D'accord. Donc c'est des choses, pour eux, une faille de sécurité, c'est un événement extrêmement rare parce que les failles de sécurité dont on entend parler à la radio, il y en a une par an, une tous les 2 ans. D'accord. Et la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a une faille de sécurité dans l'informatique par an. D'accord. Le vrai problème, il n'est pas à cette échelle-là. D'accord. Pour réfléchir un peu, j'ai regardé la base de données de CVE, alors je ne sais plus pourquoi, je me suis basé sur l'année 2017, et j'ai regardé combien de CVE avaient été ouverts en 2017. Donc il y en a eu 14 714, ce qui, si vous divisez ça, si vous prenez le temps de travail d'une personne à temps plein et que vous divisez par 14 000, ça vous dit que en gros, chaque vulnérabilité, vous pouvez la traiter en 20 minutes. Voilà. Chaque vulnérabilité, vous avez 20 minutes pour regarder. D'accord. Alors, c'est pas vraiment 20 minutes parce qu'il y a beaucoup de vulnérabilités que vous allez régler instantanément, toutes celles qui sont pour un autre OS que le vôtre. Il y a beaucoup de vulnérabilités où vous allez les régler en 2-3 minutes parce que c'est pour un logiciel qui n'est pas installé sur votre produit. Et après, il y a les autres. Et même les autres, ça en laisse beaucoup et vous n'allez pas les régler en 20 minutes. D'accord. Si on prend un système embarqué Linux simple, donc quand même un système assez évolué, pas du microcontrôleur, mais pas quelque chose qui va avoir qui va contenir un GNOME complet avec une suite de requêtes, un truc vraiment simple. Vous allez avoir une trentaine de composants dans un produit embarqué typique, et dans ces composants, vous pouvez en avoir qui sont régulièrement victimes de vulnérabilités. Alors sans même parler du kernel Linux, qui est le composant le plus important en termes de sécurité, de nos jours, beaucoup de produits embarqués ont des serveurs web et des clients web. Voilà, vous avez un navigateur web, grosse source de vulnérabilité, un serveur web, grosse source de vulnérabilité. D'accord. Si vous vendez plusieurs produits, si vous avez plusieurs versions de votre produit dans la nature, ça multiplie le nombre de produits à mettre à jour par autant. Vous devez vérifier séparément si l'ancienne version est affectée et si la nouvelle version est affectée. Après, il faut savoir si vous êtes affecté. Et ça, c'est pas facile. D'accord. L'idée naïve, c'est que une faille de sécurité, on va avoir un logiciel qui vous dit, vous tapez la commande machin, vous allez sur l'URL truc, et paf, ça va vous dire si vous êtes vulnérable ou pas. Non, la plupart des failles de sécurité sont beaucoup plus compliquées que ça, et souvent les rapports de vulnérabilité sont relativement vagues, et c'est plutôt une bonne chose, sur comment reproduire la faille. D'accord. Du coup, ça dit, ça va affecter entre la version machin et la version truc. D'accord. Donc, savoir si votre produit est vraiment affecté, c'est difficile. Et souvent, vous allez devoir considérer que vous êtes affecté par une faille parce que vous ne pouvez pas savoir si vous êtes affecté par la faille. Donc, dans le doute, il faut le faire. Et en plus de ça, corriger une faille de sécurité, c'est beaucoup de travail. Et du coup, Upstream, qui est extrêmement important en termes de sécurité, les gens qui écrivent les logiciels que vous utilisez, Upstream ne va pas corriger toutes les versions. D'accord. Ils vont corriger master, la version en cours de développement, les versions stables, mais ils ne vont pas faire toutes les versions qui ont été sorties depuis 5 ans, c'est déjà rare, et j'ai dit tout à l'heure, nos produits ils sont dans la nature pour 10 ans, pour 20 ans, enfin pas du tout sur ces échelles-là. Du coup, ça pose une vraie question, c'est que suivre les CVE, ça demande une vraie équipe, je viens de le dire, plusieurs hommes par produit, et ce, sur toute la durée de votre produit. Donc vous devez avoir, si on veut bien traiter la sécurité dans l'embarqué, il faut avoir une équipe de suivi des failles de sécurité qui soit là
pour votre produit à plein temps. Donc c'est quelque chose qu'il faut budgéter. Hein. C'est pas quelque chose qu'on peut passer sous le manteau à piquer sur le budget cadeau de Noël. Hein. C'est pas comme ça que ça va marcher. Du coup, il va falloir faire des mises à jour parce qu'on va avoir des failles de sécurité. Donc la question suivante, c'est tous les combien. Tous les combien, c'est une question qu'on va pas répondre simplement en faisant des stats sur les bugs. On va plutôt essayer de regarder comment font les autres parce que c'est toujours bien d'avoir les bonnes pratiques. Ça évite de réfléchir. D'accord. Donc déjà une chose à faire, c'est qu'on doit faire des mises à jour relativement rapidement parce que le délai entre la découverte d'une faille et une attaque peuvent être très courtes. Hein. Des fois, c'est 0. Des fois, on découvre qu'une attaque a lieu et ensuite on découvre le bug exploité. D'accord. Quand une faille de sécurité est découverte, en général, la personne qui découvre la faille va informer le logiciel affecté et pendant tout le temps nécessaire à corriger la faille de sécurité, la faille de sécurité va être gardée secrète. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la période de blocus. Il y a toutes sortes de politiques sur combien de temps doivent durer les périodes de blocus, on ne va pas en parler ici. Il y a un blocus sur les failles de sécurité et j'ai une mauvaise nouvelle. Je pense que personne qui écoute cette conférence ne fait partie des mailing lists où on parle des blocus. Quand vous avez un produit embarqué qui utilise au pif le kernel Linux comme exemple, vous ne serez pas sur la liste de sécurité du kernel Linux parce que c'est une liste extrêmement restreinte où seuls des spécialistes de la sécurité ont le droit d'être, pour des raisons évidentes. D'accord ? Ça veut dire que le jour où vous serez informé qu'il y a une faille de sécurité à réparer, la faille de sécurité, ça fera déjà un bon bout de temps qu'elle est là, ça fera un bon bout de temps que les gens l'étudient. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en général, à ce moment-là, le correctif existe, mais vous arrivez tard dans la bagarre. D'accord ? Et enfin, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est important de le répéter, il y a des attaques, vous devez les gérer. C'est pas un au cas où. Hein. Les mises à jour sur attaque de sécurité, c'est quelque chose qui va arriver. Donc ça, c'est pour dire que dans l'absolu, il ne faut pas traîner. Voilà. Maintenant, quelles sont les bonnes pratiques ? Donc je regarde un peu les différents OS qui traînent, et dans l'ensemble, ils ont le bon goût d'être cohérents sur ce qu'ils disent. Vous regardez Android en général et ce que Google fait sur Android. En gros, Google publie une mise à jour de sécurité tous les mois. Alors après, votre fabricant de téléphone suit ou suit pas le rythme, mais au niveau d'Android, c'est à peu près tous les mois que vous avez une mise à jour de sécurité. Windows, mise à jour de sécurité mensuelle. Hein. C'est assez connu. Une fois par mois, vous récupérez les trucs à télécharger. Ça prend des plombes. C'est tous les mois. Linux a une philosophie un peu différente parce que les Linux se considèrent toujours connectés. Et fondamentalement, vous avez une mise à jour continue. Votre Debian, 2 fois par jour, elle fait apt update dans votre dos. Enfin, dans votre dos. Sur les dernières versions de Debian, elle fait ça automatiquement. Donc du coup, ce que ça nous indique, c'est qu'effectivement, les mises à jour doivent être fréquentes et que la bonne pratique, pas forcément dans le Linux embarqué, parce que comme je disais tout à l'heure, les bonnes pratiques n'ont pas encore vraiment coagulé chez nous, mais quand on regarde autour de nous les gens qui ont déjà une certaine expérience, on arrive à cette convergence vers des mises à jour mensuelles et des mises à jour mensuelles. C'est du travail, d'accord ? Ça arrive tout le temps, ça veut dire que vous allez en faire 12 par an, d'accord ? Et du coup, ça doit être quelque chose de fréquent, de facile, et ça doit être un événement mineur de la vie du produit. Ça ne doit pas être, oh là là, ça fait 4 ans, on va planifier une mise à jour, formons une équipe, formons un plan de bataille, ça va nous prendre 2 ans de développement avant de sortir notre mise à jour. Non, notre mise à jour, ça doit arriver tout le temps, fréquemment, d'accord ? En plus de ça, cette idée qu'il va falloir faire des mises à jour fréquentes est aggravée par la gestion du long terme. D'accord ? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, nos produits sont longtemps dans la nature. Combien de temps ? On va parler un peu du temps pour nous, mais déjà parlons du temps de nos composants. D'accord ? Donc, quand vous faites votre système embarqué, vous intégrez toutes sortes de choses venant de plein de gens. Combien de temps est-ce que ces gens vous garantissent de réparer les failles de sécurité qu'ils vont trouver et de patcher ? D'accord ? C'est très, très, très variable. Il n'y a pas de constante. Il n'y a pas de. Même les bonnes pratiques sont extrêmement différentes. Donc j'ai mis là quelques composants qu'on retrouve régulièrement dans l'embarqué. Alors évidemment, j'ai été loin de tous les mettre, mais c'est pour donner une idée du problème et de la diversité. D'accord ? Les kernels.
Le kernel Linux a une branche maintenance long terme qui vous garantit 6 ans de mise à jour de sécurité sur le kernel. Le standard dans la durée de vie d'un produit embarqué, c'est 10 ans. Donc déjà là, on voit qu'on a un problème. La libc, de façon assez amusante, n'a pas de planning de maintenance. Ils ne maintiennent que la dernière version. D'accord ? Et encore, c'est relativement nouveau, sauf erreur, il y a quelques années, ils ne maintenaient même pas la dernière version. Ils considéraient que c'était le rôle des distributions de backporter les patchs de sécurité sur les versions précédentes. D'accord ? GCC, même philosophie, pas de planning pour les mises à jour. OpenSSL, 1 an. Ça veut dire que si vous avez une bibliothèque SSL qui a plus d'1 an, vous n'avez aucune garantie de sécurité. Et on parle de SSL, on parle du machin qui protège vos communications réseau. D'accord ? Yocto et Buildroot et Ubuntu d'ailleurs sont des distributions, donc eux gèrent la sécurité des composants pour vous et vous garantissent que eux vont backporter les patchs ou rester sur les versions récentes. Mais il faut quand même mettre votre système à jour pour être sur la dernière version de votre distro ou une version maintenue de votre distro. C'est combien de temps une version maintenue ? Yocto et Buildroot, qui sont les plus fréquents dans notre industrie, 1 an. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an, si vous restez sur les anciennes versions de Yocto ou si vous restez sur un tag Buildroot qui a plus d'1 an, vous n'avez plus de mise à jour de sécurité garantie par Upstream. Donc votre projet, vous pouvez dire « Ah bah je fais plus de mise à jour parce que Upstream fait plus de mise à jour, donc il n'y a plus de faille ». Non, c'est pas vrai. C'est juste que plus personne s'occupe de vous. Ubuntu a une long terme qui garantit 10 ans de mise à jour. Honnêtement, je ne sais pas comment ils vont faire, ça va être un boulot énorme de leur part, donc félicitations à eux. Ça peut être une piste. 10 ans, ça commence à être un temps raisonnable. Le problème, c'est que c'est 10 ans. C'est pas 12 ans, c'est pas 15 ans. Donc au bout de 10 ans, il faut vraiment que vos produits soient plus disponibles. Il faut qu'ils aient été mis au rebut. D'accord ? Donc pour certains produits embarqués qui ont on va dire, des durées de vie de 5-8 ans, avoir un Ubuntu à 10 ans, c'est très bien. Bon, encore, il faut que ça se synchronise, parce qu'il faut que vous sortiez votre produit au début du Ubuntu pour qu'il dure vraiment 10 ans. Voilà, vous avez l'idée. Et enfin, il y a une dernière catégorie qui est peut-être la pire, c'est vos fournisseurs. C'est-à-dire que dans des produits embarqués, il y a une grande quantité de composants que vous allez faire développer. D'accord ? Ou que, dans le cas de Smile, qu'on développe pour vous. Mais c'est les deux faces du même problème. Quelle confiance vous avez dans vos fournisseurs, dans leur capacité de mettre à jour, ou bien alternativement dans votre capacité de mettre à jour les composants que vos fournisseurs vont plus maintenir ou n'ont jamais prévenu de maintenir parce qu'ils vous font le développement et pas la maintenance. D'accord ? Donc, sans même parler d'idéologie, exigez d'avoir toutes les sources de tout ce que vous mettez dans vos produits. C'est pas une question à nouveau, c'est pas une question de philosophie, c'est une question que le jour où il y a un bug, que vous appelez votre fournisseur et que vos fournisseurs vous expliquent « Ah ouais, mais cette techno-là, on la fait plus et de toute façon, toute l'équipe, on les a tous renvoyés parce qu'on a arrêté », vous allez faire quoi ? Sur 10 ans, c'est des choses qui arrivent. Votre fournisseur, il a fait faillite, il a fermé, il a été racheté, il veut simplement plus répondre à votre contrat parce que c'est des trucs auxquels il n'a pas touché depuis des années. Si votre produit dure 20 ans, c'est des choses qui arrivent. D'accord ? Sur des plus longs termes, on va encore avoir d'autres problèmes. D'accord ? Donc du coup, vous allez devoir souvent prendre en main le backporting des patchs vous-même. D'accord ? Et ça, c'est à nouveau, c'est un truc qui est compliqué. D'accord ? Au début, c'est facile. Après, ça devient compliqué. Et après, on arrive au stade où nous, l'embarquer avec nos durées de vie extrêmes, il n'y a plus personne qui s'occupe de nous, mais vraiment plus. D'accord ? Donc, il y a une faille de sécurité. Il faut la corriger. Donc, en général, quand il y a une faille de sécurité qu'il faut corriger, Upstream va plus ou moins bien fournir un moyen de le corriger. Donc le plus ou moins bien, c'est des fois c'est planqué dans des commits qui ont l'air d'avoir rien à voir, et des fois c'est proprement tagué dans les commits et donc facile à trouver. Bon. Au début, si vous mettez à jour un composant qui est récent et bien maintenu, il suffit d'appliquer le patch. Facile. Si vous ne faites pas de mise à jour sur les dernières versions stables d'Upstream, au bout d'un moment, Upstream va commencer à diverger et le patch va mal s'appliquer. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer à aller toucher les diffs parce qu'il y a des corrections de ligne, il ne veut plus s'attaquer. Vous allez aller dans les petits chevrons bizarres et remettre le truc, mais bon, ça va encore. C'est juste du temps, du travail. D'accord ? Après, au bout d'un moment, le patch
s'applique plus. C'est-à-dire que le corps des fonctions à corriger a complètement bougé upstream, les variables ont été renommées, le bout de code corrigé, il n'a plus la même tête, et là, va falloir repenser le correctif pour le code de votre version. D'accord ? Parce que vous avez la faille de sécurité, mais vous pouvez plus utiliser leur patch de correction, donc il va falloir comprendre comment ils corrigent, et ensuite retrouver dans le code de l'époque comment était la faille. Après, ça se complique. Au bout d'un moment, upstream, vous apercevrez, ils sont vagues sur les numéros de version. Les versions affectées récentes, ça va être très précis, on va dire les versions machin, truc, bidule sont affectées, et ensuite il y a écrit « et les versions plus anciennes ». Le bug, il a bien été introduit quelque part. D'accord ? Donc, au bout d'un moment, vous allez devoir vous poser la question de « suis-je affecté ?» D'accord ? Sur du logiciel qui est déjà tellement vieux, que l'architecture logicielle est plus la même. D'accord ? Si la faille de sécurité est un peu compliquée, comporte des timings délicats, des choses comme ça peut être très 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 difficile de déterminer si vous êtes affecté. Et si vous attendez encore, vous arriverez à un moment où l'architecture upstream sera tellement différente que la notion même de faille de sécurité upstream n'a aucun sens. D'accord ? Donc, maintenir soi-même la sécurité d'un composant qui n'est plus maintenu upstream, c'est prohibitif, ça ne marche pas. Vous n'y arriverez pas. Voilà. Donc, tout ça, ça va nous pousser à garder notre produit à jour. Votre produit qui va être 10 ans dans la nature, alors ça peut devenir compliqué quand le hardware commence à devenir très ancien, mais l'idée générale, c'est que le plus possible, il va falloir rester sur les versions récentes, les versions que Upstream maintient. Donc, diminuer le nombre de versions des composants. Si vous avez plusieurs versions du produit, des nouvelles versions, des anciennes versions, si vous utilisez la même version de SSL, la même version d'Apache, la même version du kernel, ça va vous faire autant de choses en moins à surveiller. Et pour les raisons que j'ai dit précédemment, c'est les anciennes versions qui doivent se moderniser et pas les nouvelles versions qui doivent être retenues par les anciennes. Donc à partir de là, on va trouver un certain nombre de bonnes pratiques. Mettez à jour le produit juste avant la sortie. D'accord ? C'est-à-dire que dans les derniers mois, on va dire, les dernières semaines de développement selon vos plannings et la complexité de votre produit, vous reprenez la base de votre produit, c'est-à-dire votre Yocto, votre build route, vous le mettez à jour, vous adaptez, et si ça plante, c'est les softs qui doivent s'adapter aux nouvelles versions des composants et pas dire « Ah ouais, mais moi je voulais Qt 5.x, tu es passé à 5.y, c'est normal que ça marche pas, downgrade. » Non, non, c'est le soft qui upgrade. D'accord ? Ce coup c'est le soft qui upgrade, c'est surtout important pour vos fournisseurs. Exigez-les des fournisseurs, mettez-les dans le contrat. D'accord ? Précisez, la version de Qt sera minimum la version machin, la version finale sera décidée juste avant la livraison. Voilà. Mettez-le dans le contrat, que eux puissent l'anticiper dans leur temps de développement, qu'ils ne soient pas pris par surprise, parce que s'ils sont pris par surprise, c'est embêtant pour tout le monde, mais aussi pour pouvoir vous appuyer dessus, leur dire il me faut des trucs à jour. Et à nouveau, l'une des raisons pour lesquelles ce n'est pas fait actuellement, c'est que ça prend du temps. Et en fin de projet, on est à la bourre. Les projets ont du retard. Donc ça s'anticipe, ça se budgète, ça se met dans les planning. D'accord ? Les anciens produits doivent évoluer. Je l'ai déjà dit, je le redis. Vos produits doivent utiliser des composants à jour et maintenus. On a vu les durées de vie du support long terme. Si c'est adapté à la durée de vie de vos produits, c'est très bien. Restez sur le LTS. Si vos produits ont des durées de vie plus longues que les LTS, et surtout si vos durées de vie explosent les LTS, faites évoluer vos produits. D'accord ? Voilà. Et enfin, une chose qu'on oublie énormément dans l'embarqué et qui est une grosse source de problème, les anciens produits doivent mourir. C'est-à-dire que dès le début, quand vous sortez votre produit, il faut que vous vous fixiez une durée de vie du produit chez l'utilisateur. Je vais vendre mon produit pendant tant d'années et je vais le maintenir pendant tant d'années après. Et
je l'écris et si possible, j'informe mes clients. Comme ça, mon client, il sait à quoi s'attendre et on reste bons amis, d'accord? Et ça veut dire aussi que le coût de maintenance dont je parlais, le coût de faire des mises à jour, de distribuer les mises à jour, de maintenir les mises à jour, de suivre les vulnérabilités, etc. Du coup, comme on a un temps, comme on a une idée de l'effort à faire, eh ben, on le budgète. On peut dire dès le début à notre CEO, dans la vie du produit, il va falloir garder une équipe de tant de personnes pendant tant d'années. Ça fait partie des choses qu'il faut penser si on veut bien faire la sécurité de nos produits. Voilà. Et enfin, la dernière étape, c'est d'essayer que ce soit facile, la mise à jour. Donc, pour ça, non seulement il faut toujours avoir les dernières versions de tout, et à ce stade-là, pas forcément suivre les vulnérabilités, mais simplement mettre à jour. Mais en plus de ça, il faut que les mises à jour soient faciles. J'ai dit qu'on allait en faire une par mois. Une par mois, il faut que ça devienne une routine. D'accord ? Donc, pour que ça devienne une routine, il faut documenter le processus. Donc, ça veut dire que nous, développeurs, le processus de génération d'images doit faire partie des livrables. Le processus de test doit faire partie des livrables. Le processus de mise à jour et comment on envoie, ça doit faire partie des livrables. Et l'infrastructure d'intégration continue et de test doit faire partie des livrables. Ça, c'est super important parce que c'est quelque chose qu'on oublie. Le test, ça se livre. Le test, ça ne s'arrête pas à la fin du test, du développement. D'accord ? Du coup, comme dans le web, il faut qu'on automatise nos tests et qu'on automatise notre développement. Parce que plus c'est automatique, plus c'est fiable. D'accord ? Il faut que le procès... Après, quand on a des durées de vie longues, on va arriver sur des problèmes d'équipe, des problèmes humains. Si votre produit il reste 10 ans maintenu, et ben, toute l'équipe qui fait la maintenance, elle aura changé entre le début et la fin. Je dis ça, mais quand votre produit il dure 20 ans, 30 ans, vous allez avoir des problèmes de départ à la retraite. Vous allez avoir des problèmes de petits nouveaux qui ne connaîtront pas les technologies d'il y a 30 ans. D'accord ? Du coup, il va falloir pratiquer. Et ben, vous savez quoi, quand vous faites une mise à jour tous les mois, que tous les mois vous rafraîchissez votre contenu, etc., il y a des tas de petits problèmes qui arrivent. Toute personne qui a fait du Yocto un peu régulièrement le sait. Les mises à jour, c'est facile si on les fait régulièrement, mais c'est jamais gratuit. Il y a toujours des petits trucs à régler. D'accord ? Et ben ça, c'est génial pour faire monter en compétence les gens. D'accord ? Du coup, le processus suivi et de déploiement est crucial. Il fait partie de l'inventaire et l'automatisation des processus est vitale. Vous ne réussirez pas à garder le long terme sans garder ce système d'automatisation en place pour la même durée que la vie du produit. Et enfin, j'en disais, il y aura un moment où il va falloir tuer votre produit. Votre produit ne sera plus maintenable. D'accord ? Donc, ça peut avoir plusieurs raisons. Le coût comparé au nombre d'utilisateurs. Vos utilisateurs arrêtent d'utiliser votre produit parce qu'il est trop vieux. Et à la fin, vous avez une équipe de 3 personnes qui maintient un produit pour 10 utilisateurs. Financièrement, c'est pas viable. Il faut arrêter. Voilà. Vous pouvez avoir des problèmes de hardware non maintenu ou non disponible. Parce que vous ne pouvez plus récupérer les pièces pour faire des remplacements. Parce que les dernières versions de Linux ne supportent plus votre architecture ou ne tournent plus sur la quantité de RAM que vous aviez mis à l'époque. Enfin, je veux dire, si on réfléchit à 30 ans, ça nous place dans les années 90. Si vous avez un système embarqué qui est basé sur des Pentium, vous allez avoir du mal à mettre un kernel Linux moderne. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses, des questions qu'il faut se poser, des choses qu'il faut gérer, et si possible, il faut prévenir vos clients. Il faut que vos clients sachent, la fin de vie, c'est au bout de tant de temps, on vous contactera si c'est possible, prévenir pour ne pas trahir. L'obsolescence programmée, c'est bien, si on la programme, si on est ouvert sur le sujet, si on en parle, si on explique pourquoi on le fait, parce qu'on ne peut pas maintenir un hardware indéfiniment. Il y a trop de problèmes sur les. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont jamais travaillé sur des produits embarqués avec des très longues durées de vie, donc 20 ans et plus, on va dire. Mais on arrive dans des niveaux où le client commence à faire des réserves stratégiques de pièces de rechange. C'est-à-dire que quand les constructeurs cessent de produire certains produits, ils achètent tous les stocks et ils les mettent dans des entrepôts pour pouvoir tenir le rythme.
Dans le nucléaire, c'est quelque chose qui arrive, ils ont l'habitude de le faire, ils le gèrent, et ben on a le même problème pour le soft. D'accord ? Donc, la fin de la vie d'un produit, ça fait partie de la vie du produit, et la vie du produit, ça s'écrit quand on conçoit le produit. Voilà. Donc, mes grands points que je veux mettre en avant, et que je mets en avant à mes clients quand on parle de sécurité, c'est que, les attaques, ça existe. D'accord ? C'est pas un au cas où, c'est des choses qui vont arriver, et donc vous n'avez pas le choix, vous devez être à jour. La vie d'un produit, ça se planifie, ça se met par écrit, et ça s'organise. Et enfin, on ne peut pas trop sous-traiter la sécurité. Alors, mon directeur de production dit toujours on ne peut sous-traiter que ce qu'on maîtrise. En sécurité, c'est vrai, et c'est pire que ça, parce que moi qui vends des produits embarqués, qui met au point des produits embarqués pour mon client, je fais tout ce que je peux pour qu'ils soient sécurisés, pour les développer proprement. Mais comme je disais au début, il y a un moment où je livre au client et où c'est au client de faire la suite. Et il ne peut pas me le sous-traiter. D'accord ? Il pourrait me le sous-traiter sur un certain temps, mais sur le long terme, sur le très long terme, est-ce que Smile existera dans 20 ans, dans 30 ans ? Est-ce que vous pouvez avoir suffisamment confiance en Smile pour nous sous-traiter ça ? Non, vous devez faire ça vous-même. C'est vraiment des choses qui demandent quelque chose que dans l'embarqué on sait faire, c'est de l'organisation du process. C'est assez similaire à la façon dont on va faire de la maintenance long terme, de la gestion d'approvisionnement, des choses comme ça, des choses qu'on fait dans le hardware. Il faut les appliquer au software, il faut planifier à 20 ans. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup.